Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h dont voici les titres. Journée parlementaire des députés du bloc républicain. La rencontre se veut un cadre de réflexion sur leur rôle à l'Assemblée nationale et les nouveaux défis qui s'annoncent. C'était hier vendredi à Abomey-Calavi. À suivre également la célébration du 115e anniversaire des Nations Unies. L'activité a mobilisé des autorités d'ici et d'ailleurs. Occasion pour elles de faire le bilan des réalisations de l'organisation au Bénin et ce depuis son installation dans le pays. Et puis le lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou honore ses 6 meilleures filles. C'est à la faveur d'une cérémonie organisée jeudi dernier au sein du lycée, nous dira tout à l'heure Abdoul Sahabi Idrissou. À nouveau, bonjour. On démarre ce 13h avec la journée parlementaire des membres du bloc républicain. Les députés du parti et les membres du bureau national se sont retrouvés hier à Abomey-Calavi pour réfléchir sur leur rôle à l'Assemblée nationale. Plusieurs autres sujets ont meublé la rencontre, nous apprend Asiombon Kany. Asiombon. Le bloc républicain a tenu sa première journée parlementaire des députés du parti. Réunis le vendredi 23 octobre à Calavi, les 37 représentants BR du peuple ainsi que les membres du bureau politique ont rappelé l'engagement à œuvrer pour le triomphe des idéaux du parti. Occasion pour mettre l'accent sur le rôle que joue le groupe parlementaire, le bloc républicain. Notre groupe parlementaire, le bloc républicain, quoique de la minorité parlementaire, joue un rôle qualitatif dans l'édification de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. La qualité des interventions des uns et des autres, les présences effectives aux plénières et aux travaux en commission, la discipline de groupe sont autant d'indicateurs qui augurent de la cohésion du groupe et de notre volonté de jouer efficacement notre partition dans le travail parlementaire. La première journée parlementaire du bloc républicain se tient à quelques 6 mois de la présidentielle de 2021. Elle reste, selon les participants, un cadre privilégié pour débattre des défis actuels et à venir, puis pour définir les orientations nécessaires à leur action au sein du Parlement. Le rendez-vous de ce jour se veut être une occasion pour les députés du bloc républicain de revisiter notre organisation et notre fonctionnement au sein de l'Assemblée nationale, d'apprécier notre contribution au train de réformes adoptées afin d'évaluer les écarts entre nos actions et les attentes du peuple. Aussi, cette journée est-elle un cadre politique d'analyse des questions d'actualité qui engage notre parti, le bloc républicain. En clair, il y est prôné la conscience collective et le secrétaire général Abdoulaye Biotchane d'inviter les députés à continuer non seulement de travailler pour défendre les intérêts du parti, mais aussi de consolider la solidarité. Je veux souligner que les travaux qui se sont déroulés vont certainement permettre de renforcer et la cohésion au sein du groupe parlementaire et la cohésion, j'espère, au sein du parti. Je veux de ce point de vue souligner l'une des conclusions de vos travaux qui est de pérenniser cette journée parlementaire. Une proposition partagée par tous et qui veut que la journée se tienne à la même période tous les ans. Le chemin est encore long selon les participants, mais avec audace, détermination et conviction, les défis seront relevés. Autre pan de l'actualité, les femmes des marchés du Bénin se réjouissent du niveau d'avancement des travaux de construction des marchés de type moderne lancés par le gouvernement. Ce vendredi, elles ont tenu à témoigner leur gratitude au chef de l'État. C'était à la faveur d'une déclaration rendue publique par leur présidente Anastasie Tchodaton. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, il est connu de tous que lorsque la femme sort de son silence, c'est pour faire triompher la vérité. Nous voici donc rassemblés en ce jour, du vendredi 23 octobre 2020,
sur le site de construction du marché moderne de Monétin pour exprimer à la face du monde la vérité du programme du PAG, du président Patrice Talon, et de ses retombées pour nous, les usagers des marchés. En effet, jeudi 12 décembre 2019 furent lancés les travaux de construction à Cotonou du premier lot de 9 marchés urbains sur les 20 sélectionnés pour la première phase, les travaux des deuxième et troisième lots ayant été lancés le 8 janvier 2020 pour le compte du projet de modernisation des marchés du Bénin. Des 35 marchés promis, le gouvernement du président Patrice Talon a donc pu mettre en chantier déjà, dans l'espace de 2 ans, plus de la moitié. Et le constat est clair, leur construction avance à grands pas. Aujourd'hui, grâce au projet Grand Nokoué, les berges du lac Nokoué, surtout au niveau des encablures, des marchés Tokpa, Bogbanou, Gaki et Djidje sont complètement assainis en attendant de recevoir les infrastructures touristiques dignes devant rendre la ville de Cotonou plus attrayante. Désormais, dans nos espaces marchands, sur toute l'étendue du territoire national, des milliers d'entre nous, femmes usagers des marchés, bénéficions d'une microfinance modernisée et bien structurée. Devions-nous encore parler de la précieuse aide financière apportée par le président Patrice Talon à nous, usagers des marchés, ainsi qu'aux autres travailleurs du secteur informel pour parer aux difficultés socio-économiques liées à la pandémie du coronavirus et appréciées de tous. Durant ces 5 dernières années, nous avons donc en droit à une gestion dynamique, rationnelle et efficace au sommet de l'État, conduite de main de maître par son Excellence le président Patrice Talon, un homme de vision et de parole, avec pour retomber le mieux-être des populations que nous sommes. Nous sommes alors surpris de constater que certaines personnes mal intentionnées veulent impliquer les usagers des marchés dans des actes susceptibles de troubler la quiétude des paisibles populations et de ternir l'image de marque de notre cher et beau pays, le Bénin, avec pour seul but de saboter la grande dynamique engagée à la tête du Bénin par le président Patrice Talon Guillaume. Nous, usagers des marchés du Bénin, nous offusquons donc contre de tels agissements. Nous nous en désolidarisons et invitons par la même occasion tous les usagers des marchés ainsi que toutes les forces vives de la nation à ne pas se prêter à ce jeu, mais à plutôt œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale dans notre pays. Ensemble, accompagnons notre cher président Patrice Talon, Athanase Guillaume, dans la grande œuvre de construction et de développement du Bénin. Célébration du 115e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. L'activité a mobilisé des autorités d'ici et d'ailleurs, occasion pour elles de faire le bilan des réalisations de l'organisation au Bénin afin de se projeter vers l'avenir. Ouliat Sanoussi. 75 ans des Nations Unies. L'événement mobilise dans cette salle de Canal Olympia à Wologede des autorités béninoises et d'ailleurs. Une célébration qui a pris l'allure d'un bilan des actions menées au Bénin dans divers domaines par l'organisation depuis son installation il y a de cela 60 ans. Lequel bilan est ici projeté à travers un documentaire réalisé pour la circonstance. UN 75 2020 et au-delà, façonnons notre avenir ensemble. C'est le thème autour duquel se mènent les réflexions. La célébration de 75 ans constitue pour notre organisation une opportunité pour se projeter dans le futur. En janvier 2020, le secrétaire général a initié une consultation mondiale en ligne pour permettre au public de définir les priorités sur lesquelles les Nations Unies doivent agir dans les 10 prochaines années. Près de 10 000 Béninoises et Béninois ont répondu à l'appel.
identifiant 4 priorités phares sur lesquelles l'appui des Nations Unies est attendu, à savoir l'accès aux soins de santé pour tous, le renforcement de l'éducation, la promotion de la jeunesse et la mise en place de mesures efficaces contre les inégalités. Créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but de renforcer les actions dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits humains, l'Organisation des Nations Unies s'est installée au Bénin dans les années 60 avec pour objectif d'accompagner le pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. 3 priorités stratégiques en cours d'exécution à travers 85 activités majeures couvrant la plupart des 17 ODD ont été retenues conjointement par votre équipe, l'équipe des Nations Unies et notre gouvernement. Il s'agit, et le film tout à l'heure l'a rappelé, de la promotion de la croissance économique inclusive, forte et durable. Il s'agit du renforcement du capital humain. Il s'agit enfin de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance qui, comme vous le savez, sont les axes clés de notre programme d'action. Par ailleurs, le Bénin, notre pays, attache une grande importance aux négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Profitant de l'occasion, l'Organisation des Nations Unies, ici représentée par son coordonnateur résident, a réitéré son engagement à renforcer ses actions au Bénin en vue d'accompagner le gouvernement dans sa réponse face à la COVID-19, ce qui permettra de préserver les principaux acquis enregistrés ces dernières années dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Toujours dans le cadre de la célébration du 115e anniversaire des Nations Unies, le secrétaire général de l'organisation a adressé un message à l'humanité. C'était à quelques heures de l'événement. En voici un extrait. Amis du monde entier, le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies tombe en plein milieu d'une pandémie mondiale. Notre mission fondatrice est aujourd'hui plus importante que jamais. Promouvoir la dignité humaine, protéger les droits humains, veiller au respect du droit international et sauver l'humanité de la guerre. Lorsque la pandémie a frappé, j'ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Le monde entier a aujourd'hui un ennemi commun, le Covid-19. Le moment est venu d'intensifier les efforts de paix pour parvenir à un cessez-le-feu mondial. Le temps presse. Nous devons également faire la paix avec notre planète. L'urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Un nombre croissant de pays, de villes et d'entreprises se sont déjà engagés à atteindre cet objectif. Partout dans le monde, nous devons faire plus pour mettre fin aux souffrances humaines causées par la pauvreté, les inégalités, la faim et la haine, et lutter contre la discrimination fondée sur la couleur de peau, la religion, le sexe ou toute autre distinction. Depuis des mois qui durent la pandémie, nous assistons à une augmentation effrayante des violences commises contre les femmes et les filles. Nous devons poursuivre les progrès accomplis jusqu'ici. Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le Covid-19 qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous. Les objectifs de développement durable représentent notre plan et source d'inspiration pour mieux nous relever. Nous sommes face à des défis d'une ampleur colossale. Nous pouvons les surmonter si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C'est la raison d'être même des Nations Unies. En ce jour d'anniversaire, j'invite les femmes et les hommes du monde entier à s'unir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas seulement à vos côtés, elle vous appartient. C'est vous, c'est nous les peuples. Ensemble, défendons les valeurs imprescriptibles de la Charte des Nations Unies. Poursuivons les progrès que nous avons accomplis au fil des décennies. Agissons pour que notre vision commune d'un monde meilleur pour tous devienne réalité.
Je vous remercie. On parle à présent des résolutions issues de la rencontre du chef de l'État avec les syndicats la semaine écoulée. Romuald Wadayi, ministre de l'Économie et des Finances, nous fait ici le point des mesures prises par le gouvernement pour satisfaire les travailleurs. On l'écoute. Le plus important, c'est de comprendre la direction dans laquelle le chef de l'État inscrit les actions du gouvernement s'agissant des relations avec les travailleurs. Deux principes simples. Le premier, c'est que l'État, pour exiger du travailleur d'être performant, il faut que l'État honore ses engagements. L'État paye ses dettes. L'État étant une continuité, nous avons fait le point, recensé et on fait des efforts tous les mois pour liquider progressivement ses dettes. Donc, premier principe, pour que l'État espère que le travailleur puisse être à pleine capacité, puisse accomplir les tâches de façon efficace, il faut qu'en face aussi que l'État assume ses responsabilités, honore ses engagements. Le deuxième principe, c'est que il n'est pas nécessaire de rentrer dans des bras de fer, dans des discussions complexes pour aboutir en fait à la satisfaction des revendications des travailleurs. Et c'est ça que le chef de l'État vient de démontrer. Il vient de démontrer que quand on a une gouvernance transparente, quand on expose ce qu'on a comme ressources et à quoi on utilise les ressources de l'État, qui sont nos biens communs, quand on entretient un dialogue constructif avec les centrales syndicales, on arrive à ce que j'appelais quasiment un miracle. Miracle parce que vous voyez la conjoncture difficile dans laquelle tous les pays du monde sans exception sont plongés. Vous voyez quelles sont les difficultés que nous avons depuis plusieurs mois dans la sous-région du fait de plusieurs facteurs pré-Covid et maintenant avec la Covid. Et malgré ça, le chef de l'État tient à ce qu'un fonctionnaire soit un citoyen responsable au service donc du bien public et qui puisse gérer les biens publics sans avoir des envies de lacisme ou autre. Il faut qu'on respecte nos engagements et donc tous les efforts sont faits pour qu'on dégage des marges de manœuvre et dès que les marges de manœuvre sont dégagées, on fait ça. Donc gouverner dans la transparence avec les travailleurs, leur expliquer nos difficultés, mais également leur expliquer quand nous avons les capacités et de l'autre côté, entretenir ce dialogue constructif avec les centrales syndicales. Voilà, on va rester avec le ministre Romuald Wadayi qui revient ici sur les efforts consentis par le gouvernement pour assurer une meilleure vie aux retraités. Je vous ai parlé de ce qu'on a fait en matière d'efforts financiers pour satisfaire les dettes qui étaient là. Je vous ai également parlé de réformes pour s'assurer que les dettes ne s'accumulent plus, mais pour s'assurer surtout que le travailleur ait moins de tracasseries pour profiter de ses droits. Le même principe appliqué que pour les travailleurs actifs a été fait, c'est-à-dire que la réflexion a été globale. Nous avons commencé à faire le point des dettes dues aux pensionnés, donc au 6 avril, et ce montant s'élève à 48,9 milliards. Nous avons ensuite remis en cause tout le processus long, difficile pour un travailleur pour pouvoir bénéficier de ces pensions, et divers niveaux de réformes ont été également accomplis qui visent à ne plus accumuler de dettes vis-à-vis des pensionnés, mais qui visent également à leur faciliter la vie. Donc si je commence d'abord par tout ce qui est réforme, vous avez vu la dernière en date, c'est celle qui a été prise il y a quelques semaines par le Conseil des ministres, le gouvernement, et qui vise à ce que le pensionné, le fonctionnaire qui va à la retraite, n'aura pas de rupture de revenus. Il va à la retraite au 1er octobre, le 30 octobre, il a sa première pension. Donc le chef de l'État a été très clair là-dessus. Les comités ont été mis en place, nous avons travaillé pour que ce soit une réalité dès le mois d'octobre. Donc les pensionnés de ce mois d'octobre recevront dès ce mois-ci leur première pension pour que on ne peut pas servir son État pendant 30 ans, aller à la retraite et se mettre à faire les bureaux de toutes les administrations pour recevoir sa pension. Ce n'est pas juste. Le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances, nous avons travaillé ensemble et les équipes sont arrivées à une proposition qui a été validée en Conseil des ministres et donc dès ce mois-ci, ce principe est appliqué. Mais avant ça, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, notamment la décentralisation des différentes structures au niveau, que ce soit fonction publique ou finance, qui permettait aux pensionnés de ne plus devoir, quand on habite Parakou, de ne plus devoir venir à Cotonou pour traiter ces difficultés ou procéder à des changements dans son dossier. La dématérialisation et la déconcentration de nos services dans l'ensemble des 12 départements était déjà une forme de progrès. Bien entendu, avant ça, nous avons également modernisé totalement l'accès aux services des pensions au ministère des Finances avec une salle d'attente et des facilités pour les retraités
dans l'idée que quand on a servi vraiment son État aussi longtemps et qu'on est à la retraite, maintenant, l'État doit être là pour vous accompagner, non seulement pour vos droits acquis, mais également quand vous êtes malade, quand vous avez des difficultés. L'hôpital La Croix de Zinvi, en partenariat avec l'Agence nationale de transfusion sanguine, a organisé jeudi dernier une campagne de collecte de sang. Dénommée spéciale 1000 poches, l'opération se fait tous les 4 mois et vise à soulager les hôpitaux en pénurie de sang. On écoute le père Bruno Nkonou, responsable de la campagne, pour plus de précision. Nous enregistrons depuis des années beaucoup de décès des enfants anémiés par nos urgences et en pédiatrie. Beaucoup de nos sœurs qui, après délivrance, commencent par saigner et qui, par faute de sang, meurent. Beaucoup de nos frères accidentés qui meurent par faute de sang. Et cela, nous ne pouvons pas rester insensibles. Depuis les années 92 que nous avons commencé avec la NTS. Et nous trouvions environ 60-70 poches tous les 4 mois. Mais depuis 2007, la campagne a pris vraiment une allure extraordinaire. Après le score de 98 poches, 75 poches, 380 poches, nous sommes allés en saison mars 2020 passée, malgré le coronavirus, nous sommes allés jusqu'à 548 poches. Et cette saison de octobre 2020 qui a commencé depuis le 2 octobre concrètement, avec la campagne, avec les collectes de sang, nous avons pronostiqué 1000 poches. Aujourd'hui même, nous sommes au CG de Zinvier, simultanément à ce lieu de l'hôpital. Samedi prochain, 24 octobre, nous serons à l'école primaire publique de Kodilemon, qui est au bord de la voie de Goudron là, et à Yévier Centre, à la place publique de Yévier Centre. Le dimanche prochain, 25, nous serons à l'école primaire publique de Agassa Godomain, et en même temps, ici encore à l'hôpital pour ceux qui n'auront pas eu le temps de venir aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Le 28 prochain, nous serons au centre de santé de Panron et au CG de Panron. Je vous invite, chers donneurs bénévoles de sang, de Zinvier et de ses environs, à sortir massivement pour que nous dépassions notre pronostic de 1000 poches pour aider nos frères, nos sœurs qui en ont besoin dans nos structures sanitaires. Éducation maintenant, la Fondation Gandaro Thierry a récompensé les 5 premiers au baccalauréat et ceux du certificat d'études primaires 2020. La cérémonie a eu lieu jeudi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté ici par Oliat Sanoussi. Remise de chèques 2 250 000 francs CFA aux 5 premiers de l'examen du baccalauréat et ceux du certificat d'études primaires CEP 2020. À l'œuvre, la Fondation Gandaro Thierry, qui fait de la promotion de l'excellence en milieu scolaire son cheval de bataille. C'est le deuxième acte de l'initiative qui se concrétise et qui vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de faire du système éducatif béninois un levier de développement. Je voudrais nous remercier, nos lauréats, pour avoir su persévérer tout au long de l'année et atteindre nos objectifs malgré les obstacles éventuels que nous avons rencontrés. Ensuite, je voudrais remercier nos parents, nos enseignants et nos éducateurs parce que sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est grâce à leur soutien, que ce soit sur le plan financier, affectif, c'est grâce à leur soutien infaillible que nous avons pu atteindre ce niveau aujourd'hui. J'ai décidé d'intervenir dans la promotion de l'excellence dans le secteur de l'éducation, car c'est dans ce secteur que commence le développement. Aucun pays au monde ne peut se développer sans un secteur éducatif performant. Cette deuxième édition de remise de prix au premier des différents examens nationaux 2020 est toute particulière cause de la pandémie du coronavirus. Les lauréats de la première ont eu droit comparativement à ceux-ci à un voyage en France, tout frais compris. Un acte de générosité fortement salué par les autorités venues soutenir l'événement. Nous aurions bien voulu rééditer un espace similaire à celui de l'année dernière,
En envoyant aux États-Unis d'Amérique, les lauréats de cette année avec à la clé une visite guidée de la Maison-Blanche. Mais hélas, le coronavirus en a décidé autrement et a bouleversé tous les agendas. Ainsi, cette année, nous offrons 1 million de francs CFA à chacun des 5 premiers au bac et 250 000 francs CFA à chacun des 5 premiers au certificat d'études primaires. Votre investissement est très important. Parce que, comme l'a dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et vous appuyez la vision chère, je pense, au président de la République. Cette partie, cet investissement sur l'homme, sur le capital humain, fait partie des programmes d'action du gouvernement. Monsieur Gandaro, vous suscitez là une saine émulation au sein de la communauté scolaire et universitaire. C'est vrai, vous l'avez dit, malheureusement, l'avènement de la pandémie de cette année ne vous a pas permis de rééditer, suivant la même forme, la récompense à remettre aux lauréats de la 2e édition. Mais je vous dis qu'en toute chose, le changement, la diversité porte également un certain éclat. Quant aux parents des différents lauréats ici présents, ils sont priés à cette occasion de continuer à jouer leur partition pour le maintien du cap du travail bien fait. La Fondation Gandaro Thierry intervient également dans bien d'autres secteurs, dont le financement des projets porteurs d'avenir et d'espérance pour les jeunes. Bien d'actions sociales s'annoncent dans les tout prochains jours pour apporter de la joie dans les cœurs. On reste dans le même registre pour parler de la cérémonie de distinction des 6 meilleures filles du lycée militaire de jeunes filles. Général Mathieu Kérékou, la remise de prix a eu lieu ce jeudi dans l'enceinte du lycée. Reportage. Marcos Dagnon Onelia, Boukari Alice et Abdoulatif Fatou, respectivement première au bac série A, C et D, sont toutes anciennes enfants de troupe du lycée militaire de jeunes filles. Général Mathieu Kérékou de Natitengu, ayant décroché avec brio leur examen du baccalauréat session de juillet 2020, elles reçoivent chacune un prix composé d'un ordinateur, de tissu Wooding et de poké Wi-Fi avec 2 mois d'abonnement illimité. Cette distinction, selon le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, vise à stimuler l'émulation au sein des pensionnaires du dit centre. Son but, simplement, c'est pour exalter l'excellence, pour récompenser les meilleurs, afin de susciter la volonté de vaincre et d'être un jour parmi les 6 ou les 7 à être récompensés. Vous savez, la vie, c'est une quête permanente d'atteindre la perfection. Malheureusement, la perfection est un objectif fuyant et on ne peut se développer qu'en étant toujours en quête de la perfection. À ces 3 lauréates s'ajoutent 3 autres qui se sont également illustrées de par leur performance scolaire au BPC session de juillet 2020. Il s'agit des enfants de troupe Aïssi Pabel, Wessou Odsmil, Biosaka Ren Leila, respectivement première, 2e et 3e au brevet d'études du premier cycle BEPC. Le lycée a battu le record de la plus forte moyenne au BEPC. Ce record est détenu par l'enfant de troupe Aïssi Pabel, qui était en 3e l'année dernière et qui vient donc d'être récompensé par M. le ministre. Il faut quand même reconnaître que le format qui est en place au lycée militaire de jeunes filles Jean-Mathieu Kérékou est un excellent format qui a fait ses preuves. Pour les récipiendaires, cette distinction est une source de motivation et surtout une invite à persévérer afin de hisser haut l'étendard de cette école. Ça a été le fruit couronné de plusieurs efforts, 9 mois de travail. J'ai dû apprendre, je me suis battue et je suis vraiment contente parce que ça m'a montré que tout ce que j'ai fait durant l'année n'a pas été vain. Ça me motive au fait à faire de plus, surtout que je suis admise pour le concours de médecine dans l'armée. Ça me permet de persévérer, de travailler afin d'être encore, si possible, récompensé. Pour cette 3e édition, au total, 6 enfants de troupe ont été honorés par le ministre. Contrairement aux éditions précédentes,
Aucune pensionnaire de ces lycées n'a pu décrocher la bourse de l'excellence. Devant l'hôte du jour, Gaga Castayel, première au BPC 2018 avec une moyenne de 18,89, prend l'engagement au nom de ses pairs de relever ce défi. Je le promets, monsieur le ministre. Ainsi s'achève cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Très bon week-end à vous.